Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. L'inégalité homme-femme est encore malheureusement une réalité dans de très nombreux domaines chez nous, y compris dans le cadre familial. La Constitution de 2011 reconnaît pourtant cette égalité, mais l'article 174, 75 diront d'autres, du Code de la famille reste une zone d'ombre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en cas de divorce, une femme ne peut refaire sa vie sans prendre le risque de perdre la garde de ses enfants. Vous avez été très nombreux à nous demander ce sujet, des familles déchirées, des femmes en situation de détresse qui ne savent plus vers qui se tourner. En clair, la loi oblige les femmes divorcées à un choix des plus terribles, choisir entre leurs enfants et leur second époux. Elles ne peuvent avoir les deux quand l'ex-mari s'y oppose, ce qui est souvent le cas. Depuis plusieurs années, des associations réclament l'abrogation de l'article du Code de la famille. Elles demandent que ce Code de la famille se base entièrement sur la Convention internationale relative aux droits des enfants. Avec nous pour en parler, Rizlan Mamouni, elle est avocate au bureau de Paris, diplômée de la Sorbonne. C'est une militante pour le droit des femmes et la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour Madame Laouni, merci Comment pour allez-vous ? votre invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Tout d'abord, pour que nous soyons très clairs, et je veux rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous envoyer sur nos réseaux sociaux vos questions, on tentera d'y répondre. Peut-on tout d'abord rappeler ce que dit précisément la loi ? Bien sûr. Et pour parler de ce débat, il faut bien comprendre et distinguer ce que sont d'un côté la garde et la tutelle ou l'autorité parentale. Le droit de garde, qui est défini à l'article 163 de notre Moudawana, c'est le fait de préserver l'intérêt, la sécurité physique et mentale de l'enfant et prendre toutes les dispositions en ce sens. Donc c'est vraiment la garde au quotidien, alors que la tutelle ou l'autorité parentale se définit comme la possibilité de prendre des décisions pour l'enfant mineur et donc de gérer également ses biens. Sur le sujet que vous évoquez en particulier, donc qui est mentionné à l'article 174-175 de la Moudawana et qui consiste à déchoir la femme, la mère, de son droit de garde lorsque elle se remarie. Eh bien, la loi est très claire. Elle dit voilà que effectivement donc la mère perd l'enfant dès lors qu'elle se remarie, à l'exception des cas où l'enfant a moins de 7 ans ou si la séparation de sa mère lui cause un préjudice. Et ça, c'est important de le souligner parce que certes, il y a cette interdiction et ce risque de déchéance. Il y a quand même une nuance qui est inscrite dans la loi et que j'invite les femmes vraiment et les mères à s'accrocher à cette exception parce qu'on ne parle pas d'intérêt de l'enfant, mais de préjudice subi par l'enfant du fait de sa séparation avec la mère. Alors, il faut, voilà, effectivement, pour exercer des droits, il faut les prouver aussi, ce qui peut être un petit peu compliqué et le temps de la justice est long. Mais en tout cas, je les invite à se raccrocher à ça et voilà, alors, et à faire valoir cet aspect-là. Dites-moi si je me trompe. Si je divorce et d'un commun accord, mon ex-mari me laissera la garde des enfants. C'est la loi qui la donne, en D'accord. fait. C'est de droit, pour revenir vraiment, c'est très important, et vous faites bien de revenir là-dessus, c'est très important de distinguer la garde de l'autorité parentale. Et en cas de divorce, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la demande, la personne à la demande, que ce soit l'épouse ou l'époux, eh bien, très automatiquement, en fait, de par la loi, on arrive à un partage assez bizarre, c'est-à-dire que l'ensemble du pouvoir de représentation légale est attribué au père, sans exception pour la mère, et le droit de garde, qui est plutôt un devoir de garde quand on lit la définition qui est posée par la loi, revient à la mère. Alors attendez. Oui. Ça veut dire que la tutelle est donnée au père, la garde est donnée à la mère. Absolument. Et le père a un droit de visite.
un droit de visite de l'enfant, généralement qui est attribué, sauf des cas exceptionnels, qui est attribué le dimanche de 10h à 18h, parce qu'on a un article très, très surprenant, c'est l'article 169 qui est dans le chapitre sur la garde, qui nous dit, donc effectivement, la personne qui a la garde de l'enfant doit veiller avec soin à son éducation, son orientation scolaire, etc. Donc on voit que c'est beaucoup de devoirs. Et elle nous dit, l'enfant ne doit cependant pas passer la nuit qu'au domicile de la personne qui en assure la garde. Donc, par principe, il ne passe pas la nuit chez son père. Et là, on a un vrai sujet aussi d'égalité par rapport au papa, parce que certains papas veulent une garde partagée, veulent voir leurs enfants plus que le dimanche de 10h à 18h. Et c'est parfaitement légitime et je les applaudis des deux mains. Mais d'après vraiment le texte de loi, normalement, il ne pourrait pas passer la nuit chez le papa. Absolument, c'est le principe qui est posé. Maintenant, il y a quand même une exception. Il y a quand même un régime dérogatoire à ça et qui est plutôt bien formulé pour les papas qui se retrouvent dans cette situation injuste. Alors, c'est un gros combat parce que la justice est difficile, parce qu'il faut apporter des preuves et parce que quand on est sur des exceptions, c'est parfois très lourd et le temps est très long. Mais en tout cas, la loi pose ce principe-là qui dit que quand il en va de l'intérêt de l'enfant, et là c'est merveilleux parce qu'on a enfin, l'intérêt de l'enfant est placé au cœur de la prise de décision autour des décisions qui le concernent, quand il en va de l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider un droit de garde plus important vis-à-vis du père. Voilà, il peut juger dans l'intérêt de l'enfant, il peut en décider autrement sur cette histoire de passer la nuit au domicile de quelqu'un d'autre que la personne qui en a la garde. Alors, allons plus loin si vous le permettez. Donc, je divorce, ça se passe bien, j'ai la garde de mes enfants. Au bout de quelques années, je décide de refaire ma vie, ce qui est tout à fait légitime pour n'importe quelle femme. Je décide de refaire ma vie et là, la loi, et c'est là où vous pointez du doigt très clairement, vous parlez de discrimination, vous parlez même d'une loi sexiste, c'est-à-dire que le jour où une femme décide de refaire sa vie et de se remarier, elle ne peut pas, elle perd la garde de ses enfants. Absolument. Et on a un article qui est malheureusement très, très clairement rédigé qui nous dit donc le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant. Donc, en fait, le mariage de toute personne qui est chargée de la garde d'un enfant entraîne la déchéance du droit de garde. Et les seules exceptions, c'est quand l'enfant a moins de 7 ans, disons les exceptions les plus importantes, c'est quand il a moins de 7 ans ou quand la séparation de sa mère lui cause un préjudice. Sauf que c'est très peu retenu par les magistrats, en fait. Dès que l'enfant dépasse l'âge de 7 ans et que sa mère se remarie, ils octroient, dans la grande majorité des cas, la garde exclusivement au père. Ça repasse au niveau du père. Donc, en fait, ce que vous nous dites, et telle qu'elle est, la loi au jour d'aujourd'hui, c'est qu'une femme ne peut pas refaire sa vie. Il y a quelle femme va accepter quelquefois, c'est pas possible de se dire, ça veut dire elle est condamnée à vivre seule pour garder ses enfants. Oui, alors si on tord le cou un peu au texte, effectivement, ou alors elle ne se remarie pas. Parce qu'à la limite, Mais vous dites on dit la même chose. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas refaire sa vie. Exactement, elle ne peut pas Sinon, elle se perd remarier. la garde de ses enfants. Exactement. C'est soit tes enfants, soit ton futur mari. Exactement. Qu'en est-il pour les hommes ? Le mariage est exclu. Est-ce que c'est alors, avant de parler d'une loi sexiste et discriminative pour les femmes, est-ce que les hommes sont dans la même situation ? Est-ce qu'ils peuvent se remarier quand ils ont la garde des enfants, et est-ce que là, ils peuvent se marier comme ils veulent, ou pareil, ils perdent la garde ? Absolument, les pères font ce qu'ils veulent, très clairement. Ils n'ont pas le droit de garde à la base, ils n'ont pas ces devoirs-là, c'est la femme qui les a. Et la femme, les pères, dès qu'elle se marie, ce n'est absolument pas le cas pour les pères, rien n'est prévu en ce sens dans le code, ni en ce qui concerne l'autorité parentale, donc la tutelle, ni en ce qui concerne la garde quand ils en bénéficient et qu'il en va de l'intérêt de l'enfant. Ils n'ont pas de droit de garde, en fait, les pères, ils ont un droit de visite, donc qu'ils se remarient ou pas, ils ne le perdent pas puisqu'ils ne l'ont pas à la base. En fait, ce qui s'est passé en 93 et en 2015, le Maroc a ratifié la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes qui pose le principe d'une égalité parfaite entre le père et la mère, que ce soit dans leurs droits
et dans leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant. Et le Maroc a posé une exception d'interprétation. Donc, selon lui, l'égalité est atteinte en ce qu'il attribue la totalité du droit de représentation légale au père et la totalité du droit de garde ou du devoir de garde à la mère. Ce qui est un non-sens, ce qui est vraiment absolument un non-sens. Si on veut rétablir une vraie égalité, on va distinguer le droit de garde et la représentation légale. C'est déjà le cas dans notre droit. Et on va partager les deux équitablement. C'est-à-dire qu'on va donner aussi aux mères le droit de représenter légalement leurs enfants. Parce que concrètement, c'est un vrai calvaire qu'elles vivent en l'absence de ce droit. Ah mais c'est plus qu'un calvaire, elles sont condamnées. Elles sont absolument condamnées. Elles sont condamnées. C'est terrible, concrètement. C'est une double sentence. Déjà, il y a la souffrance, parce que ce sont des situations qui ne sont pas faciles. Et se dire que c'est fini, quoi. La vie est terminée. Elles ne peuvent plus rien faire. Sinon, elles ne verront plus leurs enfants. Absolument, absolument, absolument. Mais même quand elles décident, avant même, on reparlera plus précisément du mariage, c'est un vrai scandale du remariage. Mais le fait de ne pas avoir la tutelle sur leurs enfants, même quand elles ne se remarient pas, c'est un calvaire. Parce qu'elles n'ont pas la possibilité de leur faire des papiers d'identité à leurs enfants. Elles sont confrontées à des difficultés pour inscrire leurs enfants. Moi, j'ai des clientes qui sont obligées de faire des faux et usage de faux pour pouvoir inscrire leur enfant à l'école parce que l'école exige une autorisation légalisée du père. Et quand le père est en conflit... J'ai presque envie de vous dire c'est un petit peu normal parce que c'est ses enfants à lui aussi, quelle que soit la situation du mari, parce qu'il s'oppose à ça, parce qu'il n'y a pas de concertation. C'est son enfant, c'est peut-être... Là, on peut se dire que c'est normal qu'il donne un peu son accord et son avis c'est bien sûr, sur le choix d'une école. Bien sûr. Il ne s'agit pas de lui enlever ce droit, mais certains divorces, disons, sont extrêmement conflictuels. C'est naturel et assez humain que le couple, après, cherche tous les prétextes pour se mettre des bâtons dans les roues réciproquement. Et les enfants sont un excellent outil de l'un à l'autre. Vous avez tout à fait raison, le père doit s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. On ne dit absolument pas le contraire, mais la mère aussi et l'autorité parentale doit être partagée, elle doit être conjointe, c'est-à-dire que ce soit la mère ou le père, chacun doit pouvoir prendre des décisions pour son enfant. Et lorsqu'il y a un conflit, quand on n'arrive pas à aboutir à une décision, à ce moment-là, le juge prend le relais. Et encore une fois, ce n'est pas une décision ni en faveur des mères, ni en faveur des pères. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit être placé au centre de la prise de décision. C'est ce que j'allais vous demander. À quel moment dans cette loi on se préoccupe du bien-être de l'enfant? Je vais vous répondre très clairement, uniquement quand il s'agit de donner des droits au père. Parce que quand on le voit bien, par exemple, dans le droit de garde, quand l'enfant n'a pas le droit de passer la nuit en dehors du domicile de la personne qui en a la garde, le droit pose une exception. L'article 169 nous dit quand, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider autrement. Si on revient quelques articles plus bas, à la déchéance de garde qui est faite à la mère lorsqu'elle se remarie, on ne dit pas si la mère se remarie, il y a déchéance de garde, sauf quand il en va de l'intérêt de l'enfant. On dit tout à coup, c'est plus l'intérêt de l'enfant qui préside, c'est sauf quand la séparation de la mère cause un préjudice. Donc pourquoi on impose des contraintes plus importantes aux femmes à quelques articles de près, alors qu'à l'homme, il a absolument tous les droits. Mais pire que ça, là, au moins, on retrouve des traces dans ce texte de l'intérêt de l'enfant. Mais quand on voit les décisions qui sont prises et qui sont rendues par nos tribunaux, malheureusement, l'intérêt de l'enfant est très rarement pris en compte. Ce qui est pris en compte, et pour eux, le devoir donc, du père ou l'intérêt de l'enfant ne compte et est réduit uniquement à des obligations financières. C'est-à-dire du moment que le père paye la garde, paye la pension, etc. Pour eux, l'intérêt de l'enfant est préservé. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons au Maroc, justement, des juges spécialisés dans le droit de l'enfant? Normalement, ils devraient tous l'être. Le tribunal de la famille et les juges de la famille sont censés l'être et sont censés prendre leurs décisions. Oui, mais avec tout ce que vous nous dites, moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Quoi. Parce que si le bien-être de l'enfant ne passe pas en premier lieu, parce que c'est quand même lui, et la souffrance, elle est là, d'un seul coup, du jour au lendemain, il est dans un cadre familial agréable. Déjà, il y a la séparation et le divorce qui ne sont pas faciles pour un enfant. Il est ballotté de droite à gauche, et du jour au lendemain, parce que la femme décide de se remarier,
tout s'arrête. Absolument, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale et c'est pas pour moi, je suis pourtant militante des droits des femmes, etc. Mais pour moi, c'est un débat. Ce n'est pas un débat de droits des femmes ni de droits de l'homme, c'est vraiment un débat de protection de l'enfance. On doit vraiment redonner à l'enfant la place qu'il mérite dans nos tribunaux. Et le Maroc a signé de très belles conventions internationales qui sont notamment la Convention internationale relative aux droits des enfants. Merci, absolument, qui est une promesse faite à tous les enfants marocains d'un monde meilleur. Donc d'un Maroc meilleur, en tout cas d'un Maroc qui garantisse mieux leurs droits, absolument. Mais alors le Maroc est signataire de toutes ces belles conventions internationales, mais on se rend compte que dans la transposition des règles qu'elles posent dans notre droit positif marocain, on fait face à de nombreuses trahisons et le mot est vraiment choisi. Je vais vous donner Pourquoi un exemple. Vous parlez de trahison ? Parce que, par exemple, dans notre Constitution, l'article 19, dans le premier alinéa, pose un beau principe d'égalité entre les hommes et les femmes qui devrait permettre de résoudre ce genre de problème-là. Mais quelques alinéas plus bas, on nous dit, voilà, donc effectivement, il y a cette garantie et toutes les instances et le ministère public doivent veiller à cette garantie dans les limites de la loi. Dans les limites du respect de la loi. Donc, de nouveau, renvoyé en fait à cette loi qui est décriée. Absolument. Et c'est de la cosmétique. Du coup, pour moi, et la Moudawana contient plein de dispositions qui sont pour moi de la pure cosmétique, notamment. Qu'est-ce que vous voulez dire par cosmétique ? Cosmétiques qui sont là juste pour faire plaisir, pour faire semblant de dire qu'on a bien transposé les conventions internationales et qu'on est un pays qui protège l'égalité homme-femme et qui l'inscrit dans son droit, etc. Alors que c'est faux. La Moudawana est un des rares textes qui contient un très long préambule, mais qui n'apporte pas grand-chose de positif. On a des articles entiers qui posent des beaux principes, mais qui les limitent et qui les circonscrivent à la loi qui elle-même contient des inégalités. Donc ça ne sert à rien d'affirmer des principes d'égalité. Vous utilisez un mot des plus forts qui est celui de la trahison. Oui. Vous trouvez que les femmes sont trahies à travers ces textes ? Oui, je le pense. Et les enfants aussi. Les femmes et les enfants sont trahis par ces textes-là, absolument. On trahit l'égalité homme-femme parce que ces textes sont discriminants et qu'ils causent énormément de tort aux femmes qui ont pourtant beaucoup de responsabilités à assumer. Mais le plus grave, c'est qu'ils déconsidèrent complètement l'intérêt de l'enfant et ne le placent plus au cœur des problématiques. Pour moi, il n'y a pas de droit des mères ou de droit des pères. Il y a vraiment un intérêt de l'enfant. Pour moi, les pères sont autant capables que les mères de garder un enfant. Et moi, je me bats de manière aussi virulente pour les pères qui ont du mal à avoir une garde partagée de leur enfant et qui souffrent de ne pas pouvoir voir leurs enfants. De la même manière que je me battrai pour les femmes, etc., qui essaient de récupérer la tutelle ou un petit pouvoir de décision. Justement, ça fait quand même des années que de nombreuses associations se battent pour que l'abrogation de cette fameuse loi. Et en réalité, ça bouge toujours pas. Non, rien. Ouais. On parle encore de nouvelle Moudawana, alors qu'il a bientôt 20 ans, le texte, mais il est temps de faire un toilettage en profondeur. Il y a cet article-là. Et mettre sur ce qui ne va pas. Mais oui, bien sûr. Et la solution, elle est très simple. Vraiment, c'est quoi la solution ? Je vais vous dire, la solution, c'est de partager vraiment équitablement pour l'intérêt de l'enfant, en tout cas de poser un principe d'égalité parfaite entre le père et la mère en ce qui concerne la garde et en ce qui concerne la représentation légale. Je m'explique. La représentation légale, elle doit être conjointe, c'est-à-dire que ce soit le père ou la mère, quand il s'agit d'aller faire un passeport, une pièce d'identité, inscrire à l'école, eh bien, l'administration, l'école, le centre de formation, le club de sport, etc., doit légitimement pouvoir accepter la signature de la mère pour inscrire l'enfant, de la mère seule. Et bien sûr, il acceptera aussi la signature du père seul pour engager donc l'enfant. Ça, c'est le principe. Et bien sûr, il doit y avoir des exceptions si l'un des deux parents a une maladie, par exemple physique ou mentale, qu'on puisse effectivement prévoir des exceptions et des aménagements, mais toujours en mettant l'intérêt de l'enfant au centre. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est rétablir aussi une égalité dans la garde et rétablir une garde partagée des enfants et mettre en avant, privilégier l'accord entre les parents
Et donc voilà, semaine, week-end, vacances, période scolaire, etc., selon le cas. Quand les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, on remet un juge qui est formé et qui est très sensible à l'intérêt de l'enfant au centre du débat, et ce sera à lui de prendre la décision qu'il faut. Donc vraiment rétablir cette double égalité. Pourquoi? Pour, encore une fois, l'enfant. Et on voit dans d'autres pays où c'est déjà le cas, on a une autorité parentale partagée et une garde partagée. Quand un des parents est dans une situation précaire, par exemple, ou on n'arrive pas à garantir un accueil adéquat, etc., à l'enfant, cette règle-là de garde partagée oblige certains parents à finalement aller se battre et aller vraiment faire des efforts pour avoir une situation correcte qui leur permet d'accueillir leurs enfants. Du coup, c'est ça qui peut faire vraiment changer aussi les parents. Je vais citer une association parmi celles qui se battent depuis des années. C'est l'association Wiladi, Oui. Qui, elle, qui dit clairement, non seulement qu'elle veut l'abrogation, et qui dit parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Absolument. Inconstitutionnelle au possible. Absolument, absolument. Mais... Et je salue le travail de Wilady qui font vraiment un travail formidable en ce sens. Et bien sûr, elle est discriminante, mais tout ce qui rompt l'égalité homme-femme est discriminante, forcément. Donc, quand on enlève le pouvoir de décider à la femme pour ne le donner qu'à l'homme, quand on lui retire la garde de ses enfants dès qu'elle se marie, évidemment, c'est discriminant. Alors, quand vous en parlez comme ça paraît d'une évidence, vous parlez de trahison, et c'est vrai que je disais que le mot était fort, mais pour le coup, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même pas possible qu'une femme, en 2021, ne puisse pas refaire sa vie, ne puisse pas se remarier sans ne plus jamais pouvoir voir ses enfants alors qu'elle en a la garde et qu'elle les protégera de la même manière et qu'elle les aimera de la même manière. C'est juste en fait en clair le mari quelquefois qui a envie de mettre les bâtons dans les roues, mais la justice sera toujours aux côtés de l'homme, mais ne sera jamais du côté de la femme. Et c'est vrai que quand on dit ça et quand on le résume, c'est grave. Absolument. Et pourquoi est-ce que les autorités publiques ont été interpellées à plusieurs reprises pour que peut-être il y a eu d'autres sujets sur lesquels il y a eu des débats nationaux? Pourquoi pas sur celui-là? Il faut une volonté politique. Pour moi, c'est pas un débat juridique, parce que les textes sont clairs. Ils sont clairs dans les inégalités qu'ils posent. Donc, la seule manière de changer ces textes, c'est pas les magistrats. Les magistrats, ils sont là pour appliquer les textes. D'accord, mais par exemple, le ministre de tutelle... Pour moi, c'est vraiment une problématique politique. Les partis politiques doivent s'emparer de ce sujet. On a des élections qui arrivent. C'est vraiment le moment aussi de choisir et d'aller... C'est la perche, là. Merci. Absolument. Je l'ai vu. Et c'est un sujet politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour ça. J'ignore. C'est un mystère pour moi. Quand je vois ça et quand je vois ces trahisons, je me demande qui a pris la plume. Comment c'est possible? Qui a rédigé ça? Qui a tenu la plume pour ça? Qui a validé ces textes? Vous dites que c'est un homme obligatoirement? ça m'en a tout l'air. Oui, ça a l'air d'être la plume d'un homme. Quand on le lit, après, je n'étais pas là quand c'était adopté, mais c'est plein de petites trahisons comme ça, donc de cosmétiques, on arrange, etc. Et on met de la poudre aux yeux un petit peu, avec un magnifique préambule, des grands principes, mais qu'on limite tout de suite et qu'on réduit à néant. Il est 13h24, on ne va pas résoudre le problème tout de suite. Je rappelle que vous avez été de nombreuses femmes à nous interpeller sur les réseaux sociaux pour ce sujet. Je vous promets une chose, c'est qu'on y reviendra. Obligatoirement peut-être, en ayant des juges, en ayant beaucoup plus d'avocats, en ayant également des témoignages. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rejoindre le fauteuil jaune pour la confession. Le principe est simple. Rizlen, je vais vous demander une confession personnelle. Vous êtes avocate, vous êtes militante pour les droits des femmes, mais également la protection des enfants, et c'est ce qui vous tient le plus à cœur. Quel message vous auriez envie, à titre personnel, en tant que femme, de transmettre aujourd'hui? Et je vais vous demander de regarder la caméra. Le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une nécessité dans notre pays
et dans notre code de la famille de remettre l'intérêt de l'enfant au centre du débat. Je suis convaincue que les hommes sont autant capables que les femmes de garder des enfants et que les femmes sont autant capables que les hommes de prendre des décisions sur ces enfants-là. Il ne s'agit pas de défendre les droits des femmes, ça ne se réduit pas uniquement à ça, c'est encore plus important que ça, il s'agit de protéger nos enfants. Et donc la solution, c'est de poser un principe d'égalité dans la représentation légale, mais aussi dans la garde, et de prévoir des exceptions et des aménagements qui ne tiennent compte que d'une seule chose, c'est l'intérêt de l'enfant. Voilà mon message. Merci beaucoup. Je rappelle, Rizlan Mamouni, avocate au bureau de Paris, militante pour le droit des femmes et la protection de l'enfance, suite au lever de bouclier de nombreuses associations qui appellent à l'abrogation de cette loi 174-175 qui empêche toute femme divorcée de refaire sa vie. Elle ne peut se remarier sans perdre la garde de ses enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je vous promets qu'on y reviendra. Il est 13h26. Moi, j'ai plus qu'à vous de me dire à bientôt. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Vivre avec vous.